Bonjour à tous. Après la une des journaux que vous avez suivi à l'instant via notre canal, c'est l'heure de décrypter les sujets majeurs qui occupent l'actualité de ce mardi. Vous le savez, on a annoncé au Bénin le recyclage des ministres conseillers à la présidence de la République. Qu'en est-il exactement? Avec mon invité en plateau, on en parlera. Et puis au niveau du bras de fer entre le Bénin et le Niger, ce qu'envisage faire le Parlement de la CEDEAO est à décrypter aussi à travers les différentes analyses. Vous le savez aussi, il y a ce sujet qui concerne le harcèlement sexuel au niveau de la DGIZ, empreint de corruption. Qu'en est-il exactement? Quels sont les dessous de cette affaire qui tient en haleine l'opinion depuis quelques semaines? Voilà le focus de nos discussions avec Henri Yambore. Bonjour, cher ami. Bonjour et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Exactement, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Radio Tado FM. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer par ce sujet qui concerne les ministres conseillers au niveau de la présidence de la République. On sait qu'il y a quelques mois en arrière, Patrice Talon l'avait annoncé et beaucoup c'était quand même indigné par rapport au fait il a des ministres, il a des conseillers, il a des directeurs de cabinet. À quoi serviraient les ministres conseillers? La question revient encore au goût du jour aujourd'hui. Oui, mais non, il faut faire savoir que Patrice Talon n'aime pas faire les choses à moitié. Et quand on parle de ministre conseiller, on sait le rôle qui est dévolu donc à ces ministres-là. Et en son temps, il est rappelé que ces ministres doivent faire la propagande donc des actions du gouvernement, aller dans les coins et les recoins du Bénin, de notre pays, le Bénin, pour évoquer ce qui a été fait comme action au niveau donc du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, c'est vrai que de façon nette, telle personne ou tel autre n'est pas désigné comme ministre conseiller, mais on constate que ceux qui sont envoyés, puisque vous évoquez donc la tournée gouvernementale, oui, tout à fait. Puisque ceux qui sont envoyés sur le terrain donc sont dans la peau de ces ministres-là conseillers, parce que aller sur le terrain et parler donc des actions du gouvernement, il faut déjà que on vous reconnaisse ce manteau-là de quelqu'un qui est de la mouvance, qui est proche donc du gouvernement et qui connaît donc ce qui se fait au niveau du programme d'action du gouvernement. C'est vrai qu'en son temps, il y avait eu levé de bouclier avec l'opposition qui avait décrié le fait que on peut pas avoir des ministres et avoir encore d'autres catégories de ministres. Ça va pomper donc, la raison évoquée, c'est que on a dit que ça va le trésor public va en souffrir. Il faut les payer aussi. Il faut les payer aussi. Oui. Mais bon, si le gouvernement, Patrice Talon, justement, a gardé le silence à ce niveau-là, parce qu'il y a un recours qui a été donc déposé. Et bon, on n'a pas encore, je n'ai pas eu connaissance de la suite. Oui. Mais si Patrice Talon n'a pas encore réagi, c'est sûr qu'il prépare encore, il mijote quelque chose de bon, ou bien de surprise pour la classe politique. Voilà. D'accord. Ministre conseiller, beaucoup se posent la question de savoir, c'est vrai que dans d'autres pays, semble-t-il qu'il y en a, mais on voudrait savoir un peu le rôle qui leur est dévolu, quel est leur cahier de charge. Est-ce qu'ils vont agir plutôt comme des ministres nommés par décret présidentiel, ou bien qu'est-ce qui en sera? On attend de voir. Toujours est-il que vous l'avez dit tantôt, ce sont des personnalités quand même qui devraient être dans l'entourage du chef de l'État, maîtriser les grands sujets pour pouvoir en parler auprès des populations. C'est ça. Parce que au fait, c'est quoi le problème? Vous savez, vous vous rappelez, en 2016, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il y a ce système-là de communication qui a été installé, et on ne parle pas. Et c'est après qu'il a compris que il faut changer les donnes au niveau de la communication. Et aujourd'hui, mais qui s'occupe donc de la communication, la direction de communication, il faut Mbedi est le seul à défendre donc toutes les actions. Il faut le dire, il faut nous reconnaître ce job-là, il le fait si bien. Mais il y a que au niveau des politiques, ils doivent descendre. Chacun a une localité, chacun a une région où il peut aller et parler avec ses compatriotes. Si je prends à Goni par exemple, il y a des gens qui sont d'Agoni, qui sont de la mouvance. Ils peuvent aller à Goni et parler donc avec la population pour dire voilà telle chose. Donc je crois que il voulait pallier à une situation qui à un moment donné l'a échappé, parce que au niveau de la communication,
Et on sait, il faut rappeler que Patrice Talon, c'est ce président-là qui connaît la valeur de la communication. En voulant venir au pouvoir, vous savez, tout ce qu'il a fait comme Bataclan, tout ce qu'il a fait comme la communication autour donc, de lui et tout le reste. Donc, il connaît la force de la communication. On n'a pas compris en son temps pourquoi il a opté pour cette dynamique-là, nos mots communication. Et puis bon, après, on a commencé par... Et quand vous invitez, même les politiciens aujourd'hui, quand vous les invitez pour venir parler, c'est difficilement qu'ils arrivent à parler parce qu'on a peur de placer un mot ou bien on a peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, et donc, trouver des conseillers, des ministres conseillers qui portent ce manteau-là et qui descendent sur le terrain pour dire dans tel domaine, voici ce que nous avons fait, dans tel domaine, voici ce que nous avons fait. C'est pas mauvais, mais seulement que ça peut donc sur dans la caisse de l'État et c'est ça que craint l'opposition. Tout à fait, d'accord. En tout cas, il y a un autre sujet qui occupe l'actualité depuis quelques semaines, on va le dire comme ça. C'est le différend, le Bénin et le Niger, avec des déclarations qui fusent de toutes parts, des démarches qui sont menées aussi, on se souvient de la médiation de la partie chinoise qui est arrivée au Bénin, et dès les premières heures, justement, on a appris la levée provisoire de l'embargo qui avait été porté sur le pétrole nigérien. Et puis, la grosse question, c'est où est passé la CEDEAO? On sait qu'il y a, voilà, Ahmed Tinubu du Nigeria qui est là. On se posait déjà la question de savoir. Eh bien, on l'a appris depuis hier que le Parlement de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, entend mener des visites, justement, de terrain pour comprendre et aider à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger. D'aucuns diraient que c'est une décision qui arrive trop tard. D'abord, avant de répondre à la question, il y a des séquences donc de cette crise-là qui ne doit pas nous échapper. Et au cœur même de la crise, il faut dire que au début, il y a que la CEDEAO a une grande responsabilité, parce que c'est en suivant les consignes de la CEDEAO que le Bénin a pris un certain nombre de décisions. Et donc, la CEDEAO a aussi une grosse part de responsabilité dans cette crise-là. Maintenant, d'autres séquences, qu'il y a eu fermeture, il y a eu, comment dire, il y a eu embargo, il y a eu fermeture de la voie fluviale, il y a d'autres choses. Mais si le Parlement de la Commission de la CEDEAO se lève aujourd'hui, décide d'aller sur le terrain, d'aller prendre langue avec les deux acteurs, le Bénin et le Niger, c'est là, il faut saluer cette démarche-là. C'est une première démarche qu'il faut saluer. Parce que oui, vous l'avez dit, la CEDEAO, à un moment donné, on se demande qu'est-ce que la CEDEAO peut faire pour aplaner les divergences, pour calmer les ardeurs. Que le Parlement décide aujourd'hui d'aller sur le terrain, c'est une bonne chose. Est-ce que ce n'est pas trop tard? C'est pas trop tard. C'est pas encore trop tard. Mais il y a quelque chose. Quand on prend le Niger, qui a quitté déjà la CEDEAO pour l'AES, quand on prend le Bénin qui est resté avec la CEDEAO, le Niger, à un moment donné, bon, depuis qu'il y a eu putsch en juillet, le Niger ne veut rien entendre de la CEDEAO. Le Niger ne veut pas sentir la CEDEAO. Je me demande, est-ce que ce sera facile pour les membres du Parlement qui descendront sur le terrain de parler avec la junte au pouvoir au Niger. Parce qu'il y a une image de la CEDEAO qui est restée dans la tête de la junte. C'est que c'est cette image-là de la CEDEAO qui ne veut pas de nous. Et donc, la CEDEAO est considérée comme ennemie aujourd'hui du Niger. Je ne vois pas comment le Niger va accueillir la délégation du Parlement pour parler du Bénin. Au moment où le Togo qui est au milieu, qui devait jouer donc le rôle, Togo s'est rallié au Niger, au Mali, au Burkina, et même avec le Tchad qui s'est allié encore à ces pays-là. Donc, c'est pas trop tard, mais c'est une mission difficile. Et il faut donc de la diplomatie pour peut-être tirer le nécessaire de ces deux acteurs-là. Ce sera difficile pour le Niger d'accepter cette médiation des membres du Parlement. C'est ce que je comprends. Tout à fait. C'est vrai qu'ils l'ont fait savoir, cette descente sur le terrain. Ils l'ont fait savoir lors de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024 tenue du 20 au 25 mai 2024 au Nigeria. Il y a eu
communiqué justement qui a sanctionné cette décision. Quand on voit un peu dans la géostratégie au plan africain, le Togo, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est là, et qui, curieusement, est resté quand même muet dans tout ce qu'il y a eu comme déclaration ping-pong entre Cotonou et Niamey. Le Togo aurait pu quand même prendre des initiatives. Est-ce que vous comprenez déjà le silence de certains de nos voisins dans ce différend qui oppose le Niger et le Bénin? Bon, déjà, il faut faire remarquer que le Togo, il y a des dossiers donc d'État, on va pas le révéler ici, qui opposent donc le Togo et le Bénin sur un certain nombre de choses. Et entre-temps, vous vous rappelez que quand, au bout, à un moment donné de la situation avec le Niger, le président togolais a été désigné pour jouer la médiation. Mais il n'y a pas eu de suite. Le Togo n'a pas appliqué, comment dire, les décisions de la CEDEAO, malgré que le Togo fait partie donc de la CEDEAO. Ça, c'est des signes qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Le Togo, il faut le dire, s'est rallié au Niger. Le Togo appuie le Niger. Le Togo, je dirais, a accepté ce coup d'État. Accepter ce coup d'État-là. Et donc, tout ce que fait le Togo aujourd'hui, c'est comment faire pour contenter le Niger. Et le Togo, ça profite au Togo. Cette crise-là entre le Bénin et le Niger, la crise profite au Togo. Parce que vous savez, entre-temps, c'est le port de Cotonou qui est utilisé par les Nigériens pour leurs affaires. Aujourd'hui, même si il y a une longue distance entre le Togo et le Niger, mais ils ont opté pour le port de Togo. Et donc, c'est des devises qui rentrent au niveau du Togo. Et donc, ça profite énormément, cette crise entre le Niger et le Bénin, ça profite au Togo. Et donc, je ne vois pas. Donc, vous voulez dire que le Togo n'a pas intérêt à ce que vous savez, le Bénin et le Niger s'entendent? Oui, c'est question d'intérêt aujourd'hui. C'est question d'intérêt. Vous avez appris que tout dernièrement, il y a eu le Togo, le Tchad et le Niger, les pays de l'AF sont en train de faire des essais, comment on appelle ça, des simulations. Voilà, des simulations. Donc, c'est dit que le Togo se positionne comme désormais un vrai allié du Niger et des pays de l'AS. Donc, forcément, c'est normal que le Togo ne réagisse pas. C'est vrai que c'est normal que le Togo ne dise rien par rapport à cette crise-là, parce que ça lui profite énormément. C'est ça, on comprend. D'accord. Ouais. C'est ce que vous comprenez par rapport à cette actualité. Alors, ce qui ne profiterait pas à certaines personnes, c'est cette affaire-là, justement, de harcèlement sexuel et de corruption dans les recrutements au niveau de la GDIZ, une affaire par rapport à laquelle beaucoup de personnes ont comparu ce lundi 27 mai 2024. Justement, c'est une structure chargée de la gestion, de la promotion de la zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ. Ils ont comparu pour la première audience dans le procès devant la criette. Les prévenus ont comparu dans 2 dossiers différents. Alors, Henri Yambodé, on sait que cette affaire de harcèlement et de corruption présumée au niveau de la GDIZ a secoué la toile et les Béninois depuis quelques semaines. On peut lire ceci dans les comptes rendus qui ont été postés ici et là. On dit que dans le premier dossier, ils sont 7 prévenus à comparaître. Il leur est reproché des faits de harcèlement sexuel et de corruption dans le secteur privé. Les prévenus employés au niveau de l'usine de Kadiou de la CIPI Bénin sont en détention préventive depuis le 22 avril 2024. Je m'en arrête là déjà. Est-ce que pour un recrutement sérieux aujourd'hui, pour la GDIZ, l'image que voudrait projeter le chef de l'État et son gouvernement par rapport à cette GDIZ-là au monde entier, au continent africain, est-ce que cette affaire-là n'est pas venue salir un peu cette belle image qu'on projette de la GDIZ? Non, parce que harcèlement, c'est un fait banal. Parce que parce que ça se produit mais ils se sont retrouvés devant la criette. Oui, ça se produit chaque jour. Il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas seulement dans un service privé, un service public. C'est devenu monnaie courante. Vous connaissez des cas? Bon, il y a beaucoup de cas. Mais seulement c'est parce que c'est au niveau de la GDZ que ça pose problème. Parce que là, il y a des Béninoises qui ont des diplômes et qui souhaitent faire quelque chose, gagner à la sueur de leur front. Mais le système qui a été mis en place pour le recrutement
comment est-ce que les gens ont été recrutés d'abord pour jouer le rôle de recruteur, si on peut aller à ce thème-là. Parce qu'il faut chercher donc à savoir si la personne est de bonne moralité d'abord. Cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a même des femmes mariées qui ont été détournées. Si on approfondit mieux les enquêtes, vous il y a des femmes mariées qui ont été détournées. Et donc, pour être recrutées, on fait miroiter donc aux jeunes filles, écoutez, si tu ne donnes pas, moi je te promets le poste aussi, parce que elle est dans le besoin. On dit, ok, si tu ne donnes pas, si tu ne cèdes pas, je ne pourrai pas te trouver le poste, l'emploi. Oui. Alors que, et comme elle est dans le besoin, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je cède. C'est ça aussi la réalité des choses. Vous savez, les gens, c'est le sacrifice c'est parce que tout simplement, il y a eu peut-être du trop que les gens ont appris la nouvelle. Parce qu'on cherche du boulot, il faut se sacrifier de cette façon-là. Oui, quand il y a un foyer, quand vous avez une famille à nourrir, et que on vous propose, oui, on va dire que c'est avilissant, ça rabaisse, oui. Mais il y a des familles, il y a des pères de famille, des mères de famille qui se sacrifient à un niveau plus élevé que ça. Ouais. Et donc, on dit, bon, ok, bon, qu'est-ce qu'il va faire si je donne, bon, d'accord, ok, pour que je trouve le travail. Et puis, on finit par céder. Maintenant, le problème, au-delà de cela, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il y a que la personne est regardée autrement. Oui, celle-ci n'est pas compétente parce que, bon, parce que elle a cédé que je l'ai amenée là. On a demandé à certaines femmes d'envoyer quand même des images nudes, voilà. La photo. C'est sur ça, il faut punir. Quand même. Oui, même dans nos rues, il y a toujours d'harcèlement. Mais c'est parce que c'est la GDIZ. Et donc, il faut revoir le système de recrutement. Il faut revoir ces personnes-là, ces responsables qui sont à ces plus hauts niveaux-là. Et voir si c'est vraiment, ces personnes-là sont de bonne moralité. Parce que c'est ça. C'est la responsabilité d'abord de la GDIZ. Maintenant, les faits comparés oui. Mais après, ils vont faire quelques mois de prison et sortir encore. Ah bon? Mais les victimes, qu'est-ce qu'on décide de les victimes? C'est vrai que j'ai appris que l'ENF s'est impliqué dans oui, justement, parlons-en. L'Institut national de la femme qui, justement, s'est constitué pour les femmes victimes de l'Institut national des femmes. En tout cas, selon ce qui a été rapporté, l'avocate Alessandrine Saizono Bédier, c'est elle qui s'est constituée avocate, justement, pour défendre les femmes, parce qu'on a estimé que les droits des femmes sont lésés. Si elles sont dans le besoin d'être recrutées, on ne va quand même pas user de certaines manœuvres pour leur demander des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi on joue l'avocat après que les choses sont produites? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pensez que l'INF aurait pu anticiper? Oui. Vous savez, oui. Cet institut national de la femme, il faut déjà commencer par sensibiliser. Le travail n'est pas dans les bureaux. Le travail n'est pas au niveau des séances grand public. Non. Allez dans les villages, allez dans les coins, allez dans les hameaux, allez parler avec nos sœurs, allez dans les collèges et faire un travail de conscientisation. Parce que, au fait, ces gens-là, ces femmes-là, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que on se dit, ben, est-ce que, en le faisant, est-ce que je ne veux pas le travail? Parce qu'on veut subvenir à ses besoins, il faut le faire. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon de le faire. Mais il faut que déjà la femme soit conscientisée sur ce que son corps est comment dire, est sacré. Il faut qu'il y ait un message qui doit être partagé à la femme pour son lui montrer. Corps est sacré, mais elle a besoin d'emploi. Elle fait comment? Justement. Si elle a été déjà informée de ce que c'est pas parce que j'ai besoin d'emploi que je dois me sacrifier, elle ne le ferait pas. C'est pas parce que j'ai besoin d'emploi et on va me demander de céder que je vais céder. Si elle a été un peu moulée, elle a été, comment dire, elle a fait un travail psychologique sur elle, elle va garder sa personnalité. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, la femme a compris que, toutes mes excuses, ces victimes ont compris que, bon, n'importe comment, il faut que je fasse ça pour trouver du boulot. Mais si on leur a dit, on l'avait dit, on l'avait que le fait que c'est pas le fait de vous livrer qui vous donne le travail, que c'est votre compétence, ce que vous savez faire qui vous donne le travail,
elle va pas faire. Donc l'élève devrait normalement pour moi faire un travail de conscientisation, de sensibilisation des femmes. Déjà d'abord, aller dans les écoles, dans les collèges, ou d'anticiper. Avant que, si c'est fait, sur 3, sur 3, si les 3 ont été contactés pour dire, bon, c'est d'abord, pour qu'on travaille, il y aura au moins 2,5 qui vont dire, écoutez, s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas une marchandise. Ben, vous savez que les femmes ont une certaine sensibilité. Il y a les motifs aussi, il y a les motifs, il y a le sensuel. Donc, les gens peut-être jouer sur ces différents tableaux-là. Envoie-moi la photo, voilà, de ta partie intime. Et c'est en fonction même, selon ce qui a été rapporté, c'est en fonction de la beauté ou non du sein. Vous voyez à quel degré d'imagination on en est arrivé, en fonction de la beauté de ce qui est envoyé. On vous propose. Comment on arrive à apprécier la partie intime? Je ne sais pas. Vous qui êtes un expert en analyse des faits de l'actualité. Non, écoutez, il y a un peu sérieux. Écoutez, parce que l'INF devrait anticiper. Ça, vous le disiez. Devrait anticiper et permettre à ces femmes-là d'être dignes, de regarder désormais leur bourreau et leur dire, écoutez, monsieur, je ne suis pas une marchandise. Vous savez quoi? Les femmes, vous avez dit tout à l'heure que la femme est essentielle. Oui, la sensibilité de la femme n'est pas à ce niveau-là. N'est pas à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive à avoir des... Quand vous avez votre femme, vous avez votre fille à la maison, et qu'elle revient à la maison pour dire que, à cause des notes, par exemple, on entend vers la fin d'année, et c'est le moment également pour l'élève pour aller descendre dans les écoles pour dire, écoutez les filles, vous n'allez pas aller voir le professeur pour commander de points, vous n'allez pas, si le professeur vous fait du chantage, non, dites-lui non. Il faut échouer. Il faut échouer, dignement. C'est le moment, mais on va attendre d'abord que les faits se produisent, que les conséquences sont là. Et on va se lever, on va dire qu'on va se consulter en avocat et on va, oui. Et il faut changer le paradigme. D'accord, vous parlez des salles de classe, on va ouvrir rapidement cette parenthèse. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se maquillent pour aller calculer les notes de fin d'année. Elles se maquillent proprement, elles portent des tenues pour attirer le regard du professeur parce qu'on n'a pas la moyenne, on n'a pas la note et on estime que le professeur en voyant ça peut arrondir les bords et puis par la suite, vous savez, en échange de quoi? Oui, pourquoi je disais tout à l'heure que le phénomène d'harcèlement est monnaie courante. C'est pas un fait extraordinaire. Ce côté-là, en fait, c'est la femme qui joue sur l'homme. Parce que tout simplement, on n'a pas travaillé. Mais il y a un travail qu'il faut faire aussi. Je rappelle ça aux parents. Quand votre enfant sort, votre fille sort, il faut y a un contrôle depuis le début d'année jusqu'à la fin d'année. Il faut, de un moment donné, faire des contrôles inopinés. Prendre le sac de votre fille, fouiller, voir. Oui. Parce que les filles, aujourd'hui, oui, quand on se retrouve à la fin d'année que elle lui manque 2 points dans une matière, il faut travailler sur la sensibilité du professeur. Oui, mais là, le risque est grand. Le risque est grand parce qu'il y a des professeurs qui sont des âmes sensibles, très faibles, et qui tombent dans ces panneaux-là. Alors que il faut être responsable. Et il faut jouer sur ça aussi. Quand vous regardez ces filles-là, il faut dire, ben, écoutez, ma fille aussi peut être dans ce cas-là un jour. Ma fille aussi peut être dans ce cas-là un jour. Et donc, c'est le moment également pour les directeurs d'école, les chefs d'établissement de doubler d'ardeur et de responsabilité également et de descendre très souvent pour voir comment se déroulent les calculs de moyenne et vérifier les choses, mettre de garde-fou pour que ce cas n'arrive pas. Parce que vous savez, on a lu donc sur la toile que il y a un directeur, une fille qui est enceinte de son directeur et parce que les parents ont commencé par crier que bon, elle a fait avortement et elle a trépassé. Elle en est partie, tout à fait. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Donc c'est des choses qui arrivent silencieusement. Mais si en tout temps la fille a été, a été travaillée, conscientisée pour dire, écoute, tu n'as pas intérêt à se lier à un directeur, à un directeur ou à ton professeur. Votre relation se limite au niveau de la classe, tout simplement. La fille, en répétant ça, va peut-être prendre un autre engagement. Écoutez, non. Prendre conscience. Conscience. Et va dire, non, écoutez, ce que
pour ça, ce que vous me demandez, je ne peux pas faire ça. Je risque de vous dénoncer. Et dès que ça vient à ce niveau-là, vous avez de femmes conscientes, de braves femmes qui changent le cours des choses. Mais c'est en gardant le silence. Parce que on n'a pas eu d'information, parce qu'on n'a pas été constaté, parce qu'on n'a pas, on connaît pas, on sait pas, oui, quel canal emprunter pour dénoncer. Et donc, on laisse faire. On laisse faire, voilà. Tout à fait. Encore que dans le cas ivoirien que vous évoquez, la fille est mineure, elle est en classe de CM2. CM2. Et c'est un directeur d'école. Donc, vous comprenez toute la délicatesse de ce sujet-là. Henri Yambodé, merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'est ici que prend fin ce décryptage de ce mardi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Radio Otado FM. Avec vous, on a passé en revue quelques sujets majeurs de l'actualité sociopolitique de notre pays. Avec le même plaisir, je vais vous retrouver demain pour un autre numéro du décryptage sur Prime News Télévision. D'ici là, portez-vous bien.